Je parle un peu avec les mains, donc si ça vous ennuie pas, je vais m'asseoir et je vais rester en face de vous debout. D'abord, vous remercier de votre invitation sur un sujet qui me tient à cœur. Hein. Pour ceux qui suivent Sylvain depuis le début, savent que c'est un sujet sur lequel j'ai réagi et je suis intervenu depuis longtemps et qui, comme je vous le dis, me tient à cœur. Donc c'est pour ça que j'ai accepté cette invitation ce soir, au moment où effectivement le projet pourrait être relancé. Mon propos ne consiste pas à dire qu'il faut renoncer complètement à l'irrigation ou complètement à des hypothèses de stockage, mais si on doit avancer vers ces hypothèses-là, essayer d'y mettre un peu de méthode, un peu d'objectivité, et surtout le faire dans l'intérêt commun, et donc ne pas renouveler ce qui s'est passé il y a quelques années maintenant, et qui a conduit, on le sait tous, au décès de Rémi Fraisse et à l'abandon temporaire du dossier. Me présenter rapidement, je vais essayer de le faire. J'ai l'avantage d'avoir vécu plusieurs vies dans la même vie, donc c'est toujours difficile de le faire succinctement, mais je vais essayer de me focaliser sur les sujets qui peuvent nous intéresser ce soir. Donc je suis petit-fils de paysan, fils d'agriculteur, fils d'exploitant. Vous voyez tout de suite que je mets une petite subtilité entre le mot paysan et exploitant, c'est-à-dire que quand je parle de mon grand-père, je parle d'un agriculteur qui était dans des logiques de respect des équilibres, de respect des biodiversités, de respect des ressources et de l'eau en particulier, puisqu'on parle de l'eau ce soir, de respect du climat, même si à ce moment-là il ne le savait pas, et du respect de la santé des consommateurs. Et moi, quand je deviens agriculteur à 40 ans, je me revendique moi-même paysan, contrairement à mon papa, tout simplement parce que je considère que ce beau métier ne doit pas nécessiter d'exploiter les hommes, d'exploiter la terre ou d'exploiter les animaux. Et donc je préfère embrasser mon métier dans une logique de coopération avec la vie plutôt que d'exploiter les hommes, les animaux ou la terre. Ma formation, c'est une formation issue du ministère de l'Agriculture. Hein. J'ai passé un bac scientifique dans un lycée agricole. J'ai ensuite suivi 2 BTS, dont un pas très loin d'ici à Lavore. Et ensuite, je suis devenu ingénieur agronome et j'ai eu une carrière professionnelle dans un certain nombre de domaines, et notamment le domaine de l'eau et de la gestion de l'eau, puisque j'étais directeur d'un bureau d'études qui proposait l'irrigation et le drainage à des agriculteurs pendant une partie de ma carrière, et donc je connais très bien les coulisses des logiques qui conduisent à drainer ou à imaginer une irrigation, y compris dans des projets collectifs, puisque j'ai élaboré à l'époque, quand j'étais directeur de ce bureau d'études, un certain nombre de projets collectifs. J'ai travaillé dans la coopération agricole pendant très longtemps, j'ai travaillé pour les RA nationaux, sur un sujet qui n'est pas du tout polémique, qui s'appelle le clonage. J'ai travaillé avec des grandes firmes semencières et phytopharmaceutiques sur un sujet qui n'est pas du tout polémique, qui s'appelle les OGM. Je suis devenu ensuite fonctionnaire dans la fonction publique territoriale parce que j'en avais un peu marre dans des boulots qu'on appelle alimentaires, de télescoper mes propres convictions à servir les intérêts de ces gens-là. Et donc j'ai passé un concours pour entrer dans la fonction publique territoriale où je suis devenu conservateur du patrimoine. Et ma spécialité, donc j'ai le même statut qu'un conservateur de musée, mais ma spécialité c'est la préservation des espaces et des espèces remarquables, espèces sauvages ou domestiques, c'est-à-dire que bien sûr les oiseaux, les grenouilles, les plantes sauvages et remarquables qu'on trouve sur un certain nombre de milieux remarquables, mais aussi les variétés et les races locales et anciennes qui peuvent être le support d'un autre développement de modèle agricole, et on y reviendra forcément aujourd'hui, puisque dans un souci de meilleure gestion de l'eau, ces ressources génétiques locales, anciennes, sont des réponses extrêmement pertinentes pour renoncer à des logiques qui sont des fuites en avant, de vouloir toujours mobiliser plus d'eau dans un contexte, dans une configuration qu'est-ce que c'est que mobiliser toujours plus d'une ressource qui est de plus en plus rare. Vous voyez bien qu'à cette équation-là, la bonne réponse, c'est pas forcément de mobiliser toujours plus d'eau au motif qu'il fait plus chaud.
et qu'il y a moins de ressources. Vous avez compris que là, on est sur une équation impossible à résoudre si on reste sur les logiques qui consistent à dire que la seule réponse à des températures plus élevées, à plus d'évapotranspiration, c'est mobiliser toujours plus d'eau alors qu'elle est de plus en plus rare. Voilà, j'y reviendrai. Et donc je deviens, en tant que conservateur du patrimoine, j'ai travaillé sur des sujets, et notamment des sujets liés à l'eau, puisque j'étais directeur adjoint du parc du Marais Poitevin, où justement, sur ce territoire-là, on a lancé l'expérimentation des 10 premières retenues de substitution en France, financées à 100% par de l'argent public, pour vérifier, ou en tout cas expérimenter, l'hypothèse que la mise en place de ce genre d'équipement puisse atténuer les difficultés de gestion quantitative et qualitative de l'eau sur un territoire problématique qui s'appelle les Marais Poitevin et qui était sous le joug d'une condamnation par l'Union européenne, d'une astreinte de 160 000 € par jour, une plaisanterie. Moi, c'est ce que je disais aux élus locaux, je dis donnez-moi 160 000 € par jour pour accompagner le développement économique de ce territoire. Ouais. Voilà, bon, est-ce que vous m'entendez toujours si je me mets plus loin? Bon, ben c'est parfait. Donc sur ce territoire qui était sous le joug d'une condamnation importante par l'Union européenne, et donc moi j'ai toujours dit aux élus locaux, si avec 160 000 € par jour, on pourra faire des miracles sur l'accompagnement des transitions. Et donc une des réponses pour essayer de sortir de l'astreinte, ça a été d'expérimenter donc une dizaine de retenues de substitution sur un bassin versant qui est le bassin versant de l'Autise. Si vous suivez un peu les actualités, on en parle assez régulièrement, et montrer essayer de vérifier si la mise en place de ce genre d'équipement permettait effectivement de s'éloigner de ces étiages sévères qu'on observe sur le Marais Poitevin, et qui télescope, j'en profite pour faire un rappel de fondamentaux, qui télescope complètement la loi, tout simplement, puisque l'article 1 de la loi sur l'eau, qui est la transposition en droit français de la directive cadre européenne sur l'eau, nous dit dans son article 1 donc, que l'eau est patrimoine commun. Donc cet article 1, dans la mesure où on dit que l'eau est patrimoine commun, convoque au moins une dimension, c'est la dimension de partage. Or sur le Marais Poitevin, on se rend compte qu'on a une difficulté dans le cadre de cette dimension de partage. Et si on regarde à nouveau la problématique réglementaire, donc si on se conforme à la loi, le Code de l'environnement nous explique que pour l'usage de l'eau, on doit respecter la hiérarchie suivante, qui consiste à dire que la première priorité de l'usage de l'eau, c'est d'abord la satisfaction des besoins en eau potable. La deuxième priorité pour l'usage de l'eau, c'est le bon état des milieux aquatiques. Et sur le Marais Poitevin, qui est la deuxième zone humide en France, on voit bien que cette deuxième priorité hiérarchisée par le Code de l'environnement est lourdement impactée par les prélèvements liés à l'irrigation, qui ne sont que la troisième priorité, puisque le Code de l'environnement nous explique que en priorité 3, et seulement en priorité 3, on peut envisager, si la ressource le permet, des prélèvements qu'on appelle pour l'eau économique, qui effectivement peut servir à l'agriculture, peut servir, vous n'êtes pas très loin de Golfech, au refroidissement de centrales nucléaires par exemple, et c'est seulement la troisième priorité. Et ceux qu'on constatait jusqu'à aujourd'hui, mais voilà, je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense, en tout cas à la fin des années 90, quand on ait cette hypothèse de faire des retenues de substitution sur le Marais Poitevin, c'est d'essayer d'utiliser ces infrastructures pour retrouver donc un respect du cadre réglementaire, un respect de la loi, donc article 1 de la loi sur l'eau, je ne vais pas vous le répéter, et cette hiérarchie par le Code de l'environnement. Donc si j'ai développé un peu là-dessus, c'est vous dire que depuis 1999, puisque ces retenues ont été mises en place en 1999, donc ça fait 20 ans maintenant, j'ai un peu de recul sur l'efficacité de ces logiques tournées vers le stockage pour soutenir une forme de développement agricole. Et puis enfin, pour finir de me présenter, on va revenir sur tout ça, mais surtout je veux qu'on ait la possibilité de répondre à des questions. Je deviens agriculteur à 40 ans, c'est-à-dire qu'à 40 ans je décide de quitter la fonction publique territoriale pour reprendre une structure familiale, qui était celle de mon père, donc dans une configuration où je suis locataire de la totalité des terres et où j'ai dû racheter
la totalité des infrastructures, ce qu'on appelle l'actif dans la comptabilité, que laissait mon père, et qui était tourné vers un modèle agricole qu'on appelle productiviste, intensif, qui était tourné depuis 35 ans vers la monoculture de maïs irrigué. Donc quand j'arrive chez mon père, pour reprendre sa structure, j'achète 8 forages, 5 stations de pompage, des kilomètres de tuyaux enterrés, des pivots, des enrouleurs, des équipements d'irrigation qu'on appelle intégrales, pour pouvoir reprendre sa suite. Et ces infrastructures mobilisaient chaque année le modeste volume de 300 000 m3 d'eau par an. 300 000 m3 d'eau, est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle de combien de personnes on peut nourrir en eau potable pendant un an avec 300 000 m3 d'eau? Pardon? C'est un peu. Ouais, 7000, c'est pour ceux qui sont un peu économes, je dirais plutôt 6000. Mais on peut dire 7000, dans des logiques un peu économes en eau, ça peut être 7000. Donc vous voyez, j'imagine que vous connaissez, peut-être ici, on est dans une ville, je la connais pas bien, l'Île-sur-Tarn, mais on est peut-être sur la population à peu près de l'Île-sur-Tarn. C'est peut-être autour de 5, 6 000 ou 7 000 habitants, je ne sais pas, c'est peut-être un peu exagéré, un peu moins, mais en tout cas, pour irriguer 110 hectares de maïs, on mobilisait l'équivalent en ressources de la fourniture de 5 à 6 000 ou 7 000 personnes en eau potable, donc c'est vous dire le poids de cette irrigation liée au maïs. Autre constat, c'est que cette logique tournée vers l'irrigation de cette monoculture de maïs vient télescoper des fondamentaux. C'est-à-dire que à quoi sert le maïs? Quand on choisit de devenir agriculteur et donc de produire des denrées qui vont être mises en marché, se poser la question d'à quoi elles servent. Et quand on se pose la question du maïs, se poser la question d'à quoi sert le maïs. À la place de quoi avons-nous développé le maïs aussi fortement sur ce territoire-là? Et quand on y regarde de près, on se rend compte que le maïs s'est installé sur des zones qui étaient historiquement des prairies, qu'on a retournées pour poser des drains, pour chasser l'eau au mois d'avril ou au mois de mai, pour pouvoir venir semer le maïs, et dans une logique de shadok, revenir au mois de juin, juillet, août et parfois septembre, irriguer ces zones sur lesquelles on a... et donc on voit bien l'incohérence du système, c'est-à-dire que ces zones, qui étaient des zones prairiales, souvent en zone humide, avaient la faculté de stocker l'eau en hiver, au printemps, au début de l'été, pour la relâcher vers l'estuaire, vers le littoral, et donc remplir des fonctions de stockage et d'épuration de l'eau. Ces prairies étaient également des zones où on pouvait faire pâturer des herbivores qui mangeaient de l'herbe. Vous voyez un peu la révolution que je propose, faire manger de l'herbe à des herbivores. Et alors que là, on a retourné ces prairies pour enfermer les herbivores dans des bâtiments qui sont nourris 365 jours par an avec du maïs en silage et du soja qui vient de l'autre bout de l'Atlantique. Avec les dégâts qu'on connaît sur l'irrigation du maïs pour nourrir ces herbivores qui ne mangent plus d'herbe et qui n'ont plus accès à ces prairies puisqu'elles ont été retournées, et les dégâts qu'on connaît à l'autre bout de l'Atlantique pour compléter ce maïs qui est pauvre en protéines et qui nécessite qu'on enrichisse la ration avec du soja qui vient de l'autre bout de l'Atlantique. Pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur, quand on ensile 1 hectare de maïs, on crée une dépendance au soja d'environ 3 tonnes par hectare de maïs ensilé. Donc ça vous donne une idée de l'importance de ces dépendances qui nous éloignent d'un mot-clé qui est l'autonomie, parce que quand les herbivores mangent de l'herbe avec leur bouche en été, au printemps, voire à l'automne, on est bien sûr sur des logiques d'autonomie, et quand on a suffisamment de prairies et qu'on passe la faucheuse pour faire du foin, et qu'on continue en hiver de nourrir ces herbivores avec du foin, avec du fourrage, effectivement, on est sur des logiques où on va vers des logiques d'autonomie, et avec une ration qui, pour l'éleveur, est plutôt intéressante, puisque jusqu'à nouvel ordre, le carré de prairie que j'utilise moi pour mes herbivores n'est pas coté à la bourse de Chicago, et donc ça franchit complètement de ces logiques mondialisées qui font qu'aujourd'hui, un tiers des agriculteurs ne vit qu'avec un peu moins de 350 € par mois. Donc on voit bien les logiques de cercle vicieux que tout ça engage. Et donc moi, quand j'arrive sur cette structure-là, j'essaie de valoriser un peu les différentes expériences professionnelles que j'ai eu le plaisir de côtoyer. Je suis désolé, il y a ceux qui sonnent, mais je vais poser comme ça, on sera débarrassé définitivement.
c'est mon père, donc on va en parler tout à l'heure. Vous voyez qu'on arrive encore à avoir des relations, puisqu'il m'appelle même le samedi. J'ai perdu le fil, mais je vais y revenir. Donc moi, je décide, donc, sur la base de cette structure que c'est de mon père, d'essayer de diamétralement changer les orientations avec deux principes que j'appelle les principes fondateurs. Le premier principe, il est territorial, c'est-à-dire que je considère que l'agriculture n'est pas une activité économique comme une autre, qu'on pose au milieu de nulle part. C'est-à-dire que quand on devient agriculteur, on est sur une activité économique qui va occuper 60-65%, parfois sur certaines zones, 70% des espaces qui sont tout autour de nous. Avec des activités qui vont impacter les équilibres territoriaux, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi l'eau, la biodiversité, les biodiversités, le climat et la santé. Et donc moi j'arrive sur un territoire qui est le bassin, et quand je parle de territoire, j'aime bien faire référence à la notion de bassin versant, n'est-ce pas Sabine, qui m'a souvent entendu parler au comité de bassin. Moi je trouve que la dimension territoriale est cohérente quand on parle de bassin versant. Et donc le bassin versant sur lequel moi j'évolue, c'est le bassin versant d'un petit fleuve côtier qui s'appelle la Seudre. Qui connaît la Seudre ici? Ah quand même. Si je vous dis qu'à l'estuaire de la Seudre, Michel, je t'ai vu. Si je vous dis qu'à l'estuaire de la Seudre, il y a une activité qui s'appelle l'huître de Marennes-Oléron, je suis sûr que tout le monde sait de quoi je parle. Et donc aujourd'hui, quand on y regarde de près, sur le bassin versant de la Seudre, avec une activité aussi identitaire, aussi emblématique, aussi fondamentale que l'huître de Marennes-Oléron, en tout cas qui porte notre identité territoriale, imaginez le développement d'une agriculture tournée autour du maïs irrigué, télescope complètement mes convictions sur l'idée qu'on doit développer des activités qui soient conformes au développement du territoire, puisque depuis 10 ans maintenant, cette activité liée au maïs irrigué met en péril cette activité d'ostréiculture autour de l'huître de Marennes-Oléron, puisque 80 à 90% des coquillages meurent à cause d'une gestion désastreuse, quantitative et qualitative de l'eau, parce qu'on irrigue du maïs, parce que le maïs est une plante qui utilise beaucoup de pesticides, parce que le maïs est une plante qui nécessite beaucoup de fertilisation azotée, et que donc, en continuant de soutenir ces logiques autour du maïs, on est en train de faire mourir une activité aussi identitaire, aussi emblématique que l'huître de Marennes-Oléron sur notre territoire. Eh bien moi je refuse de participer à ce désastre-là. Ça c'est le premier enjeu, et c'est pour vous permettre de comprendre la dimension territoriale de mon projet. Le deuxième enjeu, il est citoyen. Marie tout à l'heure s'est présentée, je suis citoyenne. Ben, moi j'aime bien les gens qui se présentent comme citoyennes ou citoyens, parce que effectivement, quand on est sur un territoire, il faut garder cette dimension citoyenne et sortir du nombrilisme qui télescope l'intérêt commun. Et quand on devient agriculteur, on doit forcément intégrer cette dimension citoyenne, parce que quand on est agriculteur, on accepte aussi de toucher beaucoup d'argent public. 10 milliards d'euros chaque année distribués à l'agriculture via les fonds européens. Complétés par des fonds locaux qui font qu'en France, on distribue à l'agriculture 13 milliards d'euros chaque année pour soutenir une activité agricole. Eh bien, quand on accepte, et moi j'accepte, j'ai aucune honte avec ça, de recevoir de l'argent public, et je reçois sur ma structure, j'ai pas peur de donner des chiffres, 70 000 euros par an, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, parce que quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression d'être un petit joueur quand je vois mes voisins, ce qu'ils arrivent à toucher l'argent public, mais 70 000 euros, quand on y regarde bien, et si je vous dis à vous, demain on va vous donner 70 000 euros, j'imagine que tout le monde va dire génial. Ben moi je considère que quand j'accepte 70 000 euros, j'ai un contrat moral, j'ai un contrat sociétal à respecter avec les contribuables. Et donc à partir de là, je dois développer un modèle agricole, des logiques agricoles, je préfère parler de logique agricole, qui soient respectueuses des attentes sociétales, qui en plus se manifestent de plus en plus clairement. Moi, quand je vois des agriculteurs aujourd'hui manifester contre l'agribashing pour pouvoir continuer de traiter près des maisons, tout en ayant accepté de toucher de l'argent public, et qui en plus se manifestent en faisant brûler des bâches et des pneus
À un moment donné, le ridicule tue pas, parce que sinon il serait foudroyé d'emblée, mais on voit bien à quel point cette dimension citoyenne est complètement absente de leur logique et de leur réflexion de développement. Donc, revenons à des fondamentaux et essayons d'intégrer, quand on fait le choix de devenir agriculteur, cette dimension citoyenne et cette dimension territoriale. Et sur la dimension citoyenne, j'en profite pour en parler maintenant, c'est que j'ai parlé des aides directes qui viennent de la PAC, qui représentent 13 milliards d'euros dans ce pays, mais parlons également des coûts externalisés de ce modèle agricole. C'est-à-dire que quand on y regarde bien, on voit bien que ce système de développement agricole individualise les profits au service des agriculteurs qui touchent les aides et mutualise le coût des dégâts de ces pratiques agricoles. Et si on reste sur l'eau, et je présente souvent cette logique-là pour expliquer comment l'agriculture arrive à, paraît-il, vous proposer des denrées alimentaires peu chères. Parce que l'argument des agriculteurs qui continuent dans ces logiques-là, c'est de dire il faut bien qu'il y ait des agriculteurs qui produisent des denrées alimentaires pas chères parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter du bio. Vous avez tous entendu ça? Eh bien, quand on y regarde de près, en vérité, ces produits agricoles, paraît-il pas chers, nous coûtent une blinde. Et si je reste sur la problématique de l'eau, je fais référence à un rapport du Conseil général de l'écologie et du développement durable publié en octobre 2011, qui d'ailleurs n'est plus disponible sur Internet depuis que M. Travers, ministre de l'Agriculture qui faisait tout le travers, est passé par là et a supprimé ce rapport du CGEDD sur Internet. Que nous disait ce rapport du CGEDD en octobre 2011? Que l'agriculture, qui reçoit en amont de son geste de production 13 milliards d'euros par an, nécessite qu'on engage entre 54 et 91 milliards d'euros par an pour retrouver de l'eau potable parce que l'eau a été souillée par des pesticides et des nitrates. Et ce rapport ne parle que des pollutions agricoles. N'est pas nous dire, oui, mais il y a des pollutions pharmaceutiques, les hormones de ces femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, quel grand malheur. Allez, j'arrête, on va dériver sur la manif pour tous, enfin, allez, j'arrête. Donc je vous invite quand même à mesurer 54 à 91 milliards d'euros, alors que je viens de vous dire que cette agriculture avait perçu 13 milliards d'euros en amont de son geste de production. C'est-à-dire qu'il faut entre 5 et 9 fois la PAC pour réparer les dégâts de ce modèle agricole-là qui a pourtant reçu ces 13 milliards d'euros. Donc regardons bien ces produits qu'on présente comme des produits pas chers et regardons leur prix réel. Le jour où on applique réellement le principe de pollueur-payeur, qui devrait siéger d'ailleurs à la façon dont on ventile les budgets de l'agence de l'eau. Sabine a dû entendre ça des milliers de fois. Principe pollueur-payeur, sauf que moi j'applaudis des deux mains. Sauf qu'on le fait quand? On le fait quand? Parce que le jour où les agriculteurs qui nous vendent des produits, paraît-il pas chers, vont devoir supporter eux-mêmes les dégâts de ces produits qu'on ne nous vend pas cher, j'ai autant vous dire que vous allez vous jeter sur les produits bio, parce que là, ça ne va pas vous coûter cher. Ils vont vous paraître ridiculement faibles en prix. Parce que c'est ça la vérité. Et donc, je nous invite à quand même réfléchir. Et on a une étude qui a été produite par la Fédération nationale des agriculteurs bio, qui, quand on intègre tous ces coûts qu'on appelle les coûts externalisés, fait la démonstration, et je prends l'exemple de la laitue très souvent, que quand on achète une laitue à 70 centimes issue de cette agriculture que moi j'appelle à dessein et peut-être de façon provocatrice l'agriculture chimique, celle qu'on devrait identifier plutôt que d'identifier l'agriculture biologique. Moi je dis que ceux qui pratiquent l'agriculture chimique devraient payer pour qu'on identifie leurs produits et non plus nous les paysans bio pour identifier nos produits vertueux. Quand on compare les coûts d'une laitue à 70 centimes issue de cette agriculture chimique au coût d'une laitue bio qui coûte 1 euro, effectivement quand on fait le marché on a plus facilement dans la poche 70 centimes qu'1 euro, mais en réalité quand on a agrégé le coût externalisé de la production de cette laitue à 70 centimes sur les biodiversités, sur l'eau, sur le climat, sur la santé, votre laitue à 70 centimes en vérité elle vous coûte, attention, ça fait mal, hein.
5 euros, vous êtes petit joueur, entre 17 et 27 euros. Donc moi, les gens qui me disent on ne peut pas s'offrir les produits issus de l'agriculture biologique parce que c'est trop cher, moi je vous pose la question à tous, combien de temps est-ce qu'on va pouvoir tenir, alors qu'on se plaint tous d'une pression fiscale extrêmement lourde, combien de temps est-ce qu'on va pouvoir tenir encore à s'offrir des laitues entre 17 et 27 euros. Moi, je vous le dis franchement, même avec mon indemnité d'élu de député européen, parce qu'on n'a pas parlé de mon mandat, de mes mandats, et je suis député écologiste au Parlement européen aujourd'hui, je trouve qu'une laitue à 17 euros et encore plus à 27 euros, c'est pas dans mes moyens. Donc, réagissons, réagissons. C'est ça la vérité. Donc, ça, c'est les deux dimensions que je voulais introduire et qui ont conduit à ma façon de devenir agriculteur et donc à l'évolution de mes pratiques agricoles. Concrètement, ça se traduit comment? Alors, si je fais une petite digression parce que je voulais un peu parler de mes mandats d'élu. Donc, j'ai été pendant 6 ans vice-président d'une région que vous connaissez, parce que vous connaissez surtout sa présidente de la région Poitou-Charentes, où j'étais vice-président en charge de la ruralité, l'agriculture, la pêche et les cultures marines. Et c'est d'ailleurs parce que j'étais vice-président de cette région que j'ai été amené à siéger au comité de bassin à Dourgaronne à Toulouse, puisque j'ai été désigné par la région pour siéger à ce comité de bassin. Et j'ai eu le plaisir à ce comité de bassin d'en être administrateur, parce que j'étais président de la commission territoriale Charente, qui d'emblée emmène les présidents de commission territoriale au conseil d'administration et à la commission planification, une commission planification que vous connaissez peut-être, en tout cas vous connaissez le président de la commission planification qui s'appelle André Cabot, ou qui s'appelait André Cabot à l'époque. Oui, mais il s'appelait André Cabot à l'époque où moi j'y étais, et où on parlait d'un projet qui s'appelait Silence. Voilà, mais il n'y a pas de conflit d'intérêt, je vous garantis qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Surtout que M. Cabot était aussi vice-président de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, donc il n'y a absolument aucun conflit d'intérêt, je vous le garantis. Voilà. Mais tout va bien, puisque la commission de planification, c'est celle qui décide de où on oriente les fonds de l'agence de l'eau. Voilà, donc tout va bien. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé, à un moment donné, à m'impliquer sur le projet de Sivins et à venir m'intéresser à ce projet, puisque j'étais administrateur de l'agence de l'eau, que ce projet était extrêmement sensible à l'agence de l'eau, extrêmement sensible pour une raison très simple. Et ils l'avouaient eux-mêmes, ceux qui étaient promoteurs de ce projet, ils disaient tout simplement que le projet de Sivins, c'était la bascule. C'est-à-dire que si on arrivait à passer ce projet, on arrivera à passer plein d'autres projets de stockage un peu partout en France, mais que si on bloquait sur ce projet-là, on aurait de grandes difficultés à faire émerger des projets de stockage partout en France. Et force est de constater qu'ils avaient plutôt raison. Parce que depuis Sivins, je peux vous assurer que partout en France, quand on commence à sortir des projets d'hypothèses de stockage, je vois ce qui se passe dans le centre, je vois ce qui se passe chez nous en Poitou-Charentes, le réflexe des médias, c'est systématiquement la comparaison à ce qui s'est passé à Sivins. Donc effectivement, ce projet de Sivins, c'était un projet emblématique. J'aurais préféré, et c'est pas faute, puisque je vous l'ai dit, j'étais vice-président d'une région où la présidente s'appelait Ségolène Royal, et à l'époque elle était ministre de l'écologie, j'ai utilisé ma proximité pour l'alerter. Stéphanie est là, elle peut témoigner, je sais que je la vois plus, mais elle peut témoigner du nombre de discussions que j'ai pu avoir avec la ministre de l'écologie à l'époque pour l'alerter sur l'hérésie de ce projet-là, sur la tournure qu'il était en train de prendre, et mon inquiétude, j'aurais préféré me tromper, sur l'issue que vous connaissez tous, et on ne va pas y revenir parce que moi j'ai un peu de mal à en parler, donc sur l'issue qui fait que le projet s'est arrêté, vous savez tous pourquoi. Donc ça c'est la réalité, et c'est la raison pour laquelle je suis revenu aujourd'hui, parce que il n'est pas question pour moi de contester l'intérêt que doit avoir l'irrigation sur certaines activités agricoles. Pourquoi pas le stockage pour certaines activités agricoles si effectivement la ressource disponible en été n'est pas suffisante, mais il faut qu'on parle de méthode, il faut qu'on parle de cohérence, il faut qu'on parle d'objectivité pour essayer de construire ces projets-là dans le cadre d'un vrai projet de territoire et que ce ne soit pas une parodie de projet de territoire. Donc c'est aussi pour ça que je suis venu ce soir, et on va arriver là-dessus vite fait. Je finis juste avec mon mandat d'élu, donc j'ai été vice-président de cette région Poitou-Charentes. Je suis aujourd'hui conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, et jusqu'au mois de mai dernier, j'étais délégué à la mer, parce qu'il y a un sujet, mais vous l'avez compris, je vous ai parlé du bassin ostréicole de l'huître de Marais-Oléron, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est le lien terre-mer.
Et j'ai d'ailleurs permis, à l'époque de Frédéric Cuvillier, à l'émergence d'une commission mixte lien-terre-mer, où siègent à parité les membres des comités de bassin et les membres des conseils maritimes de façade en charge de la gestion du bon état des milieux marins. Donc c'est très important. Et je suis donc depuis le 26 mai dernier député écologiste au Parlement européen. Donc je voulais qu'on parle, donc voilà, alors si pour finir avec mon expérience professionnelle sur ma ferme, moi je fais partie des gens qui disent que les transitions douces ça n'existe pas. Que les transitions douces c'est les dynamiques de l'échec. C'est-à-dire que si on veut vraiment que les agriculteurs s'en sortent dans des logiques où ils font le choix d'alternatives, et c'est là où mon propos qui est souvent caricaturé en disant ce gars-là est complètement fou, il veut tout nous faire changer du jour au lendemain. Mais c'est bienveillant, c'est-à-dire que le constat que je fais avec mon expérience de paysan, avec mon expérience d'agronome, avec mon expérience de conservateur du patrimoine, avec mon expérience d'élu, c'est que quand on engage des transitions douces, où on commence à juste un peu réduire les pesticides, où on commence à planter quelques arbres dans l'agroforesterie, mais sans changer fondamentalement les pratiques autour, sont des dynamiques de l'échec parce que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on escomptait. La seule façon de réussir, c'est des transitions radicales, du jour au lendemain, où du jour au lendemain on arrête ce qui dysfonctionne et qui nous éloigne de logique agronomique, parce que l'agronomie, si on veut en donner une définition, c'est des logiques qui visent à coopérer avec la vie, et donc qui ne s'accommodent pas des substances de synthèse qui tuent la vie, c'est des biocides, que ce soit des engrais de synthèse ou des pesticides. Je vous raconte juste une anecdote sur les engrais de synthèse. Il y a juste en face chez moi un petit silo qui est classé Céveso, ça vous donne une idée, où c'est la réunion des agriculteurs locaux. Et j'étais là, voilà, c'est mes copains, hein. J'ai grandi dans cette zone, on a tous à peu près le même âge, parce que la pyramide des âges des agriculteurs, il faut y regarder aussi, hein, parce que ça peut nous interpeller. Donc j'étais là par hasard, je m'arrête, je les salue tous. Et mon plus proche voisin, celui qui est le plus proche agriculteur à côté de moi, racontait, il disait putain, j'avais des taupes dans mon champ, elle commençait à m'énerver. J'ai mis 300 kg d'azote d'un coup d'un seul. J'ai fait tous les vers de terre, je suis plus emmerdé, j'ai plus de taupes. Donc, mais véridique, il a le même âge que moi. Donc effectivement, quand je parle de biocides, c'est aussi les engrais de synthèse. Et donc si on veut faire de l'agroécologie, si on veut faire de l'agronomie, dans des logiques qui vont nous éloigner de ces logiques qui nécessitent, dans des fuites en avant, de toujours avoir besoin d'irrigation, de toujours avoir besoin de pesticides, il faut arrêter tout de suite, de manière à ce qu'on crée, et c'est un mot de l'écologie que je ramène dans l'agriculture, des écosystèmes, je répète, des écosystèmes qui permettent à l'agriculture d'être efficace et productive. Alors je vous peux venir tout de suite, celui-là, il n'a rien compris, parce qu'en 2050, il va falloir nourrir 9 milliards et demi de personnes, donc on ne peut pas renoncer à ce modèle productiviste. Et je reviens sur mes engrais de synthèse. Combien ça ici? Combien il faut de litres de pétrole pour produire 1 kg de cette fameuse azote de synthèse qui a tué tous les vers de terre et qui fait qu'il y a plus de taupes dans le champ de mon voisin? Combien de litres de pétrole ou de gaz pour 1 kg d'azote de synthèse? Un peu beaucoup ça, la moitié. 1,5 litre, et c'est déjà beaucoup. Donc il faut 1,5 litre de pétrole ou de gaz pour produire 1 kg d'azote de synthèse. Je ne sais pas s'il y a des agriculteurs dans la salle, mais quand on produit du blé, de l'orge, du maïs, du colza, en moyenne, les agriculteurs apportent 200 à 270 kg, c'est plutôt sur le colza, d'azote de synthèse. Ce qui veut dire, dans un calcul très simple, qu'avant même que l'agriculteur ait tourné la clé de son tracteur, et dans lequel il a mis du gasoil bien sûr, il crée une dépendance au pétrole de 3 à 400 litres par hectare et par an. Vous avez tout de suite compris que quand on crée une dépendance au pétrole de 3 à 400 litres par hectare et par an, le pétrole étant une ressource fossile souterraine, on extrait du pétrole souterrain et donc on émet des gaz à effet de serre, et donc on est dans un modèle qui participe au changement climatique, mais surtout qui est tellement dépendant du pétrole que, alors que les spécialistes nous disent qu'en 2050 il n'y aura plus de pétrole justement pour synthétiser de l'azote, ils nous disent les mêmes qu'on ne peut pas renoncer à ce modèle-là parce qu'à la même date, 2050, il faudra nourrir 9 milliards et demi de personnes. Donc vous voyez qu'on est dans une impasse totale. Comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir 9 milliards et demi de personnes avec ce modèle agricole-là, dépendant d'une ressource qui s'appelle le pétrole, qui aura disparu en 2050? Donc vous voyez qu'il faut qu'on imagine
une agriculture d'après-pétrole qui s'appuie sur des autonomies, qui s'appuie, puisqu'on reste sur l'azote, sur la faculté qu'ont certaines plantes, et on a la chance de ce miracle-là, de ce qu'on appelle les légumineuses, qui fixent l'azote atmosphérique. Est-ce que vous savez que 80% de l'air qu'on respire est composé d'azote? C'est une ressource parfaitement gratuite et parfaitement inépuisable. Et on continue de mobiliser du pétrole pour synthétiser de l'azote de synthèse. Vous voyez bien qu'on marche sur la tête. Et on fait ça avec l'argent public. Moi je dis toujours, hein, quand vous parlez d'agriculture, il faut garder toujours à côté de l'oreille une petite musique qui vous dit argent public, argent public, argent public, argent public. De manière à chaque fois qu'on vous dit oui mais on ne peut pas faire ça, hop, argent public les copains. Argent public les copains. Argent public. Il faut toujours réfléchir à argent public. Quand on vous dit Sivens, on veut stocker de l'eau, hop, argent public. On mobilise beaucoup d'argent public, 100% d'argent public sur le projet. Donc attention, si on met de l'argent public, projet citoyen, respect de la ressource, loi sur l'eau, code de l'environnement, argent public, c'est pas n'importe quoi. Donc c'est ça, c'est fondamental. Donc quand on nous dit qu'il faut nourrir 9 milliards et demi de personnes en 2050, a fortiori quand on mobilise beaucoup d'argent public, on essaie de se projeter dans des logiques où on va savoir nourrir 9 milliards et demi de personnes en 2050, où on saura nourrir après 2050. Dans des logiques qui préservent la terre avec un petit T, celle que nous, les paysans, qui prennent le temps de descendre du tracteur, savent prendre dans leurs mains. Et la terre avec un grand T, celle qui nous porte tous, celle qui, par exemple, est victime de changement climatique à cause des activités humaines. Et le changement climatique sur la problématique de l'eau, c'est un sujet central. C'est-à-dire que cette agriculture dont je viens de vous parler, parce qu'elle est dépendante de l'azote et donc du pétrole, est une activité économique qui émet entre 25 et 30% des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Est-ce que le sujet de l'eau, il n'est pas là au départ? Est-ce que cette agriculture qui revendique vouloir pouvoir utiliser toujours plus d'eau, alors que les plus grands climatologues nous disent qu'elle va être de plus en plus rare, est-ce qu'ils ne doivent pas plutôt réfléchir à s'attaquer aux causes plutôt qu'aux conséquences? Parce que stocker de l'eau d'une ressource de plus en plus rare pour en utiliser toujours plus, c'est s'attaquer aux conséquences. Ça s'appelle une fuite en avant. Et argent public, on fait ça avec de l'argent public. Alors que le vrai sujet de l'agriculture, qui est coupable du changement climatique avec 25 à 30% des gaz à effet de serre émis par les activités agricoles, parce que, entre autres, dépendant du pétrole. Est-ce qu'on ne doit pas s'attacher à réfléchir à un modèle agricole qui s'affranchit du pétrole et donc qui va réduire ses émissions de gaz à effet de serre et qui va arrêter d'alimenter le changement climatique, qui fait que la ressource en eau devient de plus en plus rare? Est-ce que c'est pas ça la bonne réponse quand on utilise de l'argent public? Est-ce qu'on ne doit pas mobiliser cette agriculture qui occupe entre 60 et 70% des espaces autour de nous pour séquestrer les gaz à effet de serre? C'est-à-dire que cette agriculture qui est aujourd'hui victime du changement climatique, on ne peut pas le contester, l'année 2019 on fait une belle illustration, mais qui est aussi coupable du changement climatique, ne peut pas être la solution au changement climatique. C'est-à-dire que si on, plutôt que de faire des barrages, faire des retenues de substitution chez nous en Poitou-Charentes, on mobilise tout l'argent public qu'on est prêt à mettre sur des projets comme ça, dans l'accompagnement d'une agriculture qui, enfin, va séquestrer les gaz à effet de serre et participer à l'atténuation du changement climatique. Plutôt que de vouloir continuer coûte que coûte à faire du maïs, qui va servir à nourrir des herbivores dans des bâtiments enfermés 365 jours par an, qui va nécessiter qu'on accorde du soja. J'arrête la démonstration, vous avez compris le cercle vicieux que ça enclenche. Est-ce qu'on ne peut pas enclencher un cercle vertueux avec l'argent public? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on accompagne l'agriculture pour que chaque agriculteur, chaque hectare, chaque parcelle